Il s'en va en sens opposé, les mains enfoncées dans les poches de son blouson. Il en relève le col. Il marche comme un canard qui cherche la sortie de sa cage. Son pantalon en pâte d'Ef flotte au vent en suivant le mouvement. On dirait une armée de voyous à lui tout seul qui va prendre d'assaut la prochaine tour. Dans le silence du béton retentit le claquement des hauts talons ferrés de ses Santiago. Il passe plusieurs allées en contournant les bagnoles garées sur les trottoirs. Il sort enfin de la cité et remonte la rue des Compagnons jusqu'au bout, à la limite de Colombes. Au coin, il y a le bistrot arabe chez Hamid. Il y entre. C'est l'endroit où les immigrés du quartier, les ouvriers célibataires, comme on les appelle, et même les autres, viennent noyer dans la Cronenbourg le mal du pays. Majid serre quelques mains et vient s'accouder aux zinc. Les dominos claquent sur la table avec appel d'annonce, les chiffres mal prononcés en français. Une fumée dense et dansante, comme une ombre chinoise, monte au plafond, alourdissant l'atmosphère. L'endroit est mal éclairé et bruyant. Majid serre la main du barman qu'il connaît et commande une croc, puis observe le petit bonhomme âgé debout à côté de lui. Le petit homme tire sur une gauloise qu'il tient entre ses doigts longs et maigres, jaunis par le tabac. Il a les joues creuses et mal rasées. Ses petits yeux noirs sous d'épais sourcils se perdent dans le miroir accroché au mur derrière le bar. Ses coudes reposent sur le comptoir humide. Il ne bronche pas. Majid verse la bière dans le verre en faisant attention qu'elle ne mousse pas trop. Au bout du comptoir, la pute de la maison, une grosse brune au rouge à lèvres arrogant, se fait draguer par un client ivre qui essaie de finir de la saouler. Le jukebox chante en kabyle, la beauté des femmes au pied des montagnes du Djurdjura. La pute pousse un cri aigu qui fait se retourner toute la salle sur son corsage. Son client lui plotte les nichons en tirant une langue de clébard assoiffé. Il lui met un billet de banque dans son chemisier moulant et échancré, entre les deux seins provocateurs. Elle en rit et frémit, ou fait semblant. Majid pose une pièce de monnaie sur le zinc et indique au barman que c'est pour sa bière, plus le rouge du petit vieux. Celui-ci finit son verre d'un trait et plonge une main dans la poche de son sombre et long manteau. Il en sort un béret basque qu'il enfonce sur son crâne chauve. Majid ramasse sa monnaie et se dirige vers la sortie. Le petit vieux le suit sans rien dire. Ils descendent la rue des Compagnons dans la nuit froide. Le petit vieux marche au milieu de la chaussée d'un pas court et rapide, les mains enfouies dans ses grandes poches. Une voiture derrière eux, tout phare allumé, les surprend. Majid prend le petit homme par le bras et le ramène sur le trottoir. La bagnole passe. Le jeune homme et son père se remettent sur la chaussée, les bas-côtés étant encombrés par les voitures. Majid sort 2 cigarettes de son paquet qu'il allume. Il en donne une à son père. Le vieux prend la cigarette avec la même éternelle expression dans le regard, un mélange de vide et de lointain. Majid l'observe un instant, pitié et tendresse montent en lui, l'émeuvent pour son malade de père. Le papa a perdu la raison depuis qu'il est tombé du toit qu'il couvrait. Sur la tête. Il n'a plus sa tête, comme dit sa femme. Elle s'en occupe comme d'un enfant, un de plus. Elle le lave, l'habille, le rase, et lui donne quelques sous pour son paquet de gauloises, son verre de rouge. Comme il était bon et bien brave, et pas feignant avant ce malheur, pas comme toi, qu'elle se lamente à Majid la Malika. Ah, si seulement tu étais comme ton père avant son accident, lui répète-t-elle souvent. Mais Majid n'est plus comme son vieux. Déjà de taille, bien plus grand, plus costaud que lui. Il peut soulever son père d'une main comme lui le prenait quand il était petit. Majid s'en souvient. C'est vrai que son père était chouette, qu'il aimait les enfants. Ses enfants, il les choyait, les pomponnait comme une femme. Et que même le dimanche, quand il faisait beau, il les emmenait au champ de course, Maison Lafitte, Auteuil, Enghien. Les mômes aimaient ça. Ils pique-niquaient dans le bois, jouaient au football avant d'aller voir les chevaux. Il fallait les voir partir ces dimanches-là. Chacun et chacune le casse-croûte sous le bras et la gourde en plastique blanche, pleine d'eau ou de sirop de menthe ou de grenadine, accrochée à la ceinture. Le père se mettait en tête de peloton et faisait activer les mômes quand il s'attardait devant une vitrine en regardant sa montre. C'est que la première course n'attend pas. Et on prenait l'autobus comme d'autres prennent l'avion, le grand voyage. Malika restait à la maison, il faut bien que quelqu'un fasse le ménage, lave, repasse. Enfin, elle aimait ces dimanches après-midi où elle se retrouvait seule chez elle. Le père dorénavant vogue sur une galère qui a paumé sa voile. Et même s'il débarque quelque part, sûr que c'est une île déserte, se dit son fils. Pat vient à leur rencontre au bout de la rue, les mains dans les poches arrière de son jean. Il marche comme un cow-boy qui va tout casser au saloon. Le trousseau de clés qui pend à son ceinturon résonne au rythme de ses pas. « Alors on rentre son papa ?» nargue-t-il. « Ah !» crie-t-il après sa phrase. Toujours ces « ah !» terribles qu'il pousse le Pat en se pliant en deux quand il se fiche de quelqu'un. Dans le silence de la nuit, la sirène des pompiers retentit. Majid regarde Pat. Celui-ci se gratte la tête en grimaçant. Ils arrivent toujours à la bourre, ces cons-là. Majid prend son père par le bras et dit « on change de direction ». Tandis qu'il contourne la cité par la gauche, le long de l'autoroute, Pat fait des grimaces au père de Majid. Il marche à reculons, des pieds de nez, puis il lui tire la langue, va jusqu'à un bras d'honneur et des plus nettes. Le petit vieux, dans sa complète léthargie, ne réagit pas, comme s'il ne voyait pas. « Lâche-lui la grappe », dit Majid agacé. « Ben quoi, j'essaie de le faire rire, il rigole jamais ton daron. C'est pas avec tes conneries qu'il va se la fendre.
Et voilà que Pat pique le béret du vieux et s'en va avec. Le père s'arrête net au milieu de la chaussée. Il s'est mis à hurler. Il crie comme un muet. Majid court après Pat. Rends-lui sa couvrante, merde. Pat lui rigole, le béret sur la tête. Le fils revient vers son père qui pousse des cris aigus, la main tendue vers Pat. Il ne bouge pas, il ne veut plus. Majid le reprend par le bras pour le faire avancer. Niet, le vieux veut son béret comme un gamin son jouet. Il tape des pieds. « Rends-le lui, putain, quoi !» supplie une nouvelle fois Majid. Le père hurle toujours, encore, et se met à pleurer. Un gosse. « Tu vois ce que t'as fait ? Il chiale à présent, dit Majid en colère cette fois. « Ah !» fait Pat, et il revient avec le béret qu'il lance à Majid. Le vieux se renfonce son couvert sur le crâne et repart. Il ne pleure plus. « T'es con des fois, tu sais !» dit Majid à Pat. « Oh !» répond Pat en levant les bras au ciel. « Si on peut plus rigoler maintenant avec les jeunes... » Ça, c'est sa phrase favorite. Des fois, il rajoute « Sont cons les jeunes maintenant !» Quand ils arrivent dans la cité, après avoir évité l'allée des Acacias, police secours apparaît tout phare agressif dehors. Les flics se dirigent vers le parking où les pompiers luttent contre les flammes qui jaillissent de la voiture du père à Jean-Marc. C'est du spectacle et du gratuit. Les gens sont aux fenêtres, d'autres sont descendus en pyjama, un manteau enfilé en toute hâte. C'est comme un feu d'artifice, ça change un peu de la monotonie du béton. Le père de Jean-Marc hurle, le poing levé. « Jeune con, ordure, je vous aurai !» perçoit-on de loin. Un groupe de locataires est autour de lui qui l'approuve et serre les poings aussi. Ce n'est plus des bouteilles qu'il va balancer de sa fenêtre, le père à Jean-Marc. Il va s'acheter un fusil. Il rêvera de cartonner dans le tas. Il en rêve. Ils sont des tas ici à en rêver. L'allée des Acacias vaudra mieux l'éviter quelque temps. La guéguerre jeune-vieux va repartir de plus belle. Pat, Majid et son père se faufilent derrière une haie et rejoignent leurs bâtiments respectifs. Josette amène son fils Stéphane chez Malika comme tous les matins de semaine. Elle trouve Malika affairée à vêtir ses propres gosses avant le départ pour l'école. Stéphane a grandi ici puisque Malika fut sa nourrice au cours de ses 3 premières années. Elle le demeure car Josette commence en usine le matin très tôt. C'est Malika qui conduit Stéphane à l'école et qui le ramène le soir. Comme nounou, elle se faisait payer un peu. Maintenant c'est gratuit. D'autant qu'elle croit avoir entendu le mot chômage dans la bouche de Josette. Elle n'a pas posé de questions. Il faut faire déjeuner les petits, l'heure tourne et Stéphane se mêle au chahut. Il joue à D'Artagnan avec les autres. Josette est déjà repartie. Emmitouflée dans un léger imperméable bleu marine, un foulard autour du cou, elle presse le pas entre les rangées de bagnoles. Le jour se lève à peine sur la banlieue ringarde. La nuit fait la grasse matinée. On appelle ça l'hiver, et le soir elle se couche tôt, déjà fatiguée de l'été. Chouzette, comme l'appelle Malika avec son bel accent, arrive enfin à l'arrêt du bus, qui évidemment vient tout juste de passer. Elle se met sous l'abri et allume une cigarette en jetant un œil à sa montre. C'est l'heure du travailleur immigré, après le laitier, avant les boueux. Josette a salué 2 Africains qui viennent d'arriver et qu'elle voit tous les matins. Ils sont en retard aussi. L'abribus agresse de ses néons les yeux tirés des lèvres tôt. Josette n'est pas maquillée. Elle ne se fait une petite beauté que très rarement, le jour de la paye entre autres. Depuis son divorce, elle a tendance à se laisser aller. Son fin visage manque de couleur et d'espoir. Ses 28 ans se dressent comme une belle plante bien verte et bien montée, hélas pas entretenue. Voilà l'autobus. Elle sort sa carte orange. Les 2 noirs la laissent monter la première. Elle s'installe à sa place habituelle au fond à droite contre la vitre. L'autobus déchire la nuit banlieusarde comme à la recherche d'une vérité appelant au jour les citadins. Ce sont les matins de Josette, sa vie de tous les jours, son environnement, avec ce chauffeur qui annonce chaque station comme un garçon de café demandant une saucisse frite. Il se retourne le chauffeur sur les gonzesses qui montent. Le bus va son petit bonhomme de chemin, rythme de croisière. La promenade du prolétaire. Josette demande l'arrêt au pont de Clichy. Un léger vent la prend de face, elle baisse la tête et se retourne pour allumer encore une cigarette. Elle longe la Seine par les quais de Levallois. Le jour se cherche encore. Silhouette recroquevillée, Josette se perd dans l'obscurité des murs d'usine. Elle retrouve quelques collègues en chemin. Elle se serre la main avec un petit « jour » à peine prononcé, et pénètre prestement dans l'usine pour s'engouffrer dans les ateliers au chaud, devant les machines à café. Les filles, une 50aine, ont l'air las, éprouvées, angoissées. Par petits groupes, elles discutent à voix basse, comme craintives, inquiètes qu'on les entende. Une immense pancarte dressée au milieu de l'atelier annonce « Grève illimitée, non au licenciement, usine occupée ». Josette souffle du bout des lèvres sur sa tasse de café. Elle s'est faufilée au milieu d'un groupe de femmes et écoute les commentaires avant la manifestation de ce matin même. Bien alignées sur un immense établi tout au long de l'atelier, les machines à coudre, leur outil de travail, sont recouvertes de plastique bleu marine qui les protège de la poussière et de l'humidité. Des cartons d'étoffe attendent contre le mur, les filles qui viendront les éventrer de leurs doigts à gilet ferme.
Celles-là ont le droit d'aller pisser en grillant une sèche, 3 minutes toutes les 2 heures. Faut pas brûler le tissu, interdit de fumer. Et voilà que le patron veut licencier le tiers de la fabrique, crise économique oblige. Des filles mères pour la plupart, celles qui sont le plus dans le besoin, celles qui font pas grève. C'est celles-là qu'on embauche en priorité, mais qu'on lourde aussi sec à la moindre alerte. Josette fait partie des licenciables, elle n'a que 2 années d'ancienneté. C'est théoriquement une nouvelle, et les nouveaux sont tête de liste pour aller faire la queue à l'agence pour l'emploi. C'est au collège d'enseignement technique, l'université du fils du pauvre qui n'a pas eu de chance, que Pat et Majid se sont liés d'amitié. Ils se connaissaient déjà depuis belle lurette, mais n'avaient pas d'atome crochu avant. Ils se sont méfiés l'un de l'autre durant des années. Mais en 2e année de collège, ils se sont serrés la main une bonne fois pour toutes. Plus on est de fous, plus on rigole. Mais ces liens sont terribles. Ce genre d'union est bizarre. C'est la peur de l'un et de l'autre qui au début prime dans la liaison, surtout quand on est dans la même classe. En cas de bagarre entre les deux, le battu passera pour un con devant toute la salle, même s'il reste le deuxième, le challenger du champion. Alors ça, ni Pat ni Majid ne le désiraient. Ils préféreraient être à 2 pour cogner sur les autres, les commander avant le prof. C'est une forme de faiblesse. Ils en étaient conscients. 2 faiblesses qui s'unissent n'égalent pas une force, mais c'est la peur en moins. À 2, on n'est pas plus fort, on a moins les jetons. Ils furent vite repérés comme 2 êtres nuisibles, irrécupérables, pas fréquentables. Pourtant, ils ne se gênaient pas pour fréquenter leurs camarades de classe, les récupérer et les associer à leurs coups les plus bas. Ils taxaient déjà les petits copains. Majid suivait ses cours tant bien que mal en essayant, plutôt mal, de rester au milieu du tableau. Pat, lui, était dernier de la classe, mais pas au fond de la salle, là où il y a le chauffage central. Non, devant, à la première table, face au bureau du prof, parce qu'on est moins repéré. C'était sa place et personne n'avait le droit d'y poser les fesses, car il avait un jour, entre 2 cours, percé, sacré Pat, un trou dans le bureau d'en face pour mater les jambes des professeurs femelles. C'était ses meilleurs moments de la semaine. Il en faisait tout un plat de ses séances de voyeur. Aujourd'hui, elle avait une culotte bleue, un peu transparente, on voyait la touffe noire à travers, qui disait à la récré. Les copains en tiraient une langue. Si un autre réussissait à se glisser discrètement jusque devant le trou, Pat le laissait se rincer l'œil avant de lui ajuster un maître coup de pied au cul. La tête de l'élève cognait le bureau, et la prof se dressait brusquement sur sa chaise. Elle se doutait bien de quelque chose, mais ne disait rien. Elle grondait Pat, si méchant avec ses camarades. « Il n'a qu'à pas se foutre dans mes jambes !» se défendait Pat. L'autre partait à sa place en se frottant le front et les fesses, et jamais la prof ne fit de commentaire à propos du trou. Ça devait certainement l'amuser de faire bander des adolescents. Pendant qu'ils bandent, ils gueulent pas. Quand Pat était de bonne humeur, toute la classe y passait, au trou. Furtivement, discrètement, à 4 pattes, les élèves approchaient au commandement de Pat. Ils choisissaient l'ordre des passages. Les murmures qui s'ensuivaient éveillaient les soupçons de la prof. Elle écartait encore plus les jambes, mine de rien. L'élève revenait à sa place sur 5 pattes. Des fois, elle se faisait garce, plus salope que de coutume. Elle commençait sa séance de striptease, les élèves même pas encore en classe. Ces jours-là, elle tenait absolument à monter l'escalier la première. On la laissait grimper quelques marches et on suivait le pas. C'était le seul moment où elle avait le silence complet. Elle montait nonchalamment et en se mettant bien contre la rampe pour que même les derniers et les petits se rincent l'œil en compensation pour leurs 2 heures inintéressantes. Et sa petite culotte dessous sa robe, une merveille, un défi, une reprise de volée en pleine poire, la lucarne, toutes les têtes levées comme une seule, et pour tous la même idée, la même envie qui sèche la bouche. 3 étages comme ça, sans respirer, le souffle coupé, un chemin de choix. Les glandes, et Pat, le Pat devenait tout petit. On aurait cru un enfant de cœur qui suit le curé, un cierge à la main. Il grimpait mécaniquement les marches, les yeux au ciel, et au bout la Sainte Vierge. Son regard mouillant s'éclaircissait, comme hypnotisé. Tu pouvais le bousculer à ce moment-là, il te balançait pas de baffe. Il était dans son vertige, et son horizon se figeait là où le slip coupe l'entrecuisse, là où il y a la petite dune fleurie avec un sillon creux et court. On arrivait déjà en salle avec plein de rêves et d'espoir dans la tête et son cartable. Seul Pat continuait le voyage, les yeux perdus dans le trou du bureau. Ils ne durèrent pas longtemps au collège, Pat et Majid, mais ils y firent régner leur loi avant d'être envoyés à leur béton. Ils ne craignaient ni prof ni pion, seul l'ennui les angoissait. Pat passa au conseil de discipline, mais rien n'y fit. Il n'aimait pas l'école, un point c'est tout. Pour tuer le temps, il jouait au dur, et le meilleur moment de la journée, c'était l'heure du déjeuner, la cantine. Évidemment, Pat était chef de table, Majid devant lui et 6 autres autour. C'était une table de 8. Pour les hors-d'œuvre, pas de problème, tous mangeaient leur part. Mais quand Pat avait vraiment faim, une bonne et vieille faim, surtout quand il n'était pas rentré chez lui la veille, il s'en donnait à ventre joie. Au mépris de la tablée, viande et légumes étaient servis dans le même plat. Pat laissait se servir Majid, qui garnissait copieusement son assiette, puis ramenait le plat vers lui et, pouffant de rire, un rire sadique, préparait un crachat, un de ces molars qu'il va chercher au fin fond de sa gorge en raclant bien sur les côtés pour l'envoyer en plein milieu du plat. Il s'essuyait les lèvres de la main et faisait passer au petit camarade. Pensait qu'aucun n'en voulait.
Bon, vous vous servez ou quoi demandait Pat. Personne ne lui répondait. Majid ne faisait aucun commentaire, aucun geste. L'habitude aussi. Plutôt envie de vomir qu'ils avaient les copains. Alors Pat reprenait le plat et mangeait à même dedans. Les autres grignotaient un morceau de pain, une main défendante sur le dessert qu'ils avaient pu sauver. Évidemment, plus personne ne désirait déjeuner à cette table, mais il fallait bien compléter les places vacantes, sinon pas de service. Et il y avait toujours les premières années, qui ne savaient pas encore se défendre. Ils bouchaient les trous en priant que l'ogre n'ait pas trop faim. Quel soulagement pour les petits et pour le collège quand Pat et Majid furent virés. C'était un après-midi en cours de maths, drôle de langage pour eux. Pat disait souvent fièrement qu'il possédait la plus grosse bite de la classe. Majid, épuisé d'entendre toujours ce même refrain prétentieux, le mit ce jour-là au défi. On va mesurer. Sous la table, il se branle pour bander au maximum. Le prof s'est plongé dans un livre en attendant la fin de l'interro écrite. C'est le calme plat. Tout le monde bosse, sauf eux deux. Pat prend la règle et discrètement se mesure. Puis, à l'oreille de Majid, il annonce 15. Majid s'étonne, fixe Pat et lui lance « Menteur !»« Si je te le dis !» Majid mesure son sexe. 14,5. « Je te bats !» dit fièrement Pat. « De toute façon, je te crois pas. »« Tu vas voir !» s'insurge Pat en remettant la règle sur son engin. « Pousse pas trop sur la règle, tu vas te crever le ventre » dit Majid. « Je pousse pas ? Tiens, combien ?» Majid se penche et chiffre. 14. 14 faible. « Tu vois pas clair ma parole » s'inquiète Pat. Outré et diminué, il se lève, pose sa queue sur la table et gueule carrément. « Tiens, mesure à la lumière !» Majid ne bouge pas. Les bras croisés sur sa feuille blanche, il regarde amusé, le prof qui hurle à Pat. « Mais ça va pas, non ? Cochon, idiot, imbécile !» Puis se lève et se dirige vers Pat, rouge de colère, le saisit par le col et le traîne vers la sortie. « Chez monsieur le directeur, et tout de suite !» Pat se dégage en repoussant le prof et lui crie « Je vais te mettre une tête, tu vas voir !» Majid, mine de rien, referme sa braguette. « Toi aussi, hurle le prof. Allez, oust !»« N'aie pas peur, fais Pat au prof. On va pas t'enculer !»